Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, une cinquantaine de journalistes morts dans la bande de Gaza depuis le début du conflit. 2 confrères d'Al Jazeera ont péri ce dimanche. Leur véhicule aurait été ciblé. Et puis la Cour internationale de justice saisie par l'Afrique du Sud pour examiner les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza. L'Afrique du Sud accuse l'État hébreu d'actes de génocide dans l'enclave. Décryptage avec Shirley Sidbon dans un instant. Enfin, quel avenir politique pour Benyamin Netanyahou? Les Israéliens sont de plus en plus nombreux à vouloir son départ. Lui compte se maintenir au moins jusqu'à la fin de la guerre. On fera le point à la fin de ce numéro. Les journalistes payent un très lourd tribut dans la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Selon un décompte de Reporters sans frontières, une cinquantaine de confrères sont morts en couvrant cette guerre. Dimanche, 2 journalistes d'Al Jazeera, dont Hamza Ad-Dahdouh, fils de Wael Ad-Dahdouh, chef du bureau de la chaîne qatari à Gaza, ont été tués dans une frappe israélienne sur leur voiture à Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne. Axel Simon. Ils étaient nombreux à se recueillir auprès des dépouilles des 2 journalistes travaillant pour Al Jazeera. Selon le ministère de la Santé affilié au Hamas et la chaîne qatari, ils ont été tués tôt dimanche matin dans une frappe israélienne au sud de la bande de Gaza. Le père endeuillé de l'un d'entre eux est aussi le chef du bureau d'Al Jazeera dans l'enclave. Pour lui, le monde entier ignore cette tragédie qui a touché son fils, mais aussi des dizaines d'autres journalistes avant lui, dans l'exercice de leur travail. Qu'a fait Hamza aux Israéliens? Que leur a fait ma famille? Qu'est-ce que les civils leur ont fait? Ils ne leur ont rien fait, mais le monde ferme les yeux sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Difficile d'établir le nombre exact de journalistes tués dans une bande de Gaza en état de siège, où il est impossible pour les observateurs et journalistes étrangers d'entrer ou sortir. Mais d'après la Fédération internationale des journalistes intervenue sur la chaîne France 24, c'est au moins 79 journalistes et reporters qui seraient morts à Gaza en 3 mois de guerre. Il est grand temps maintenant que la communauté internationale prenne ses responsabilités. On ne peut pas laisser continuer un massacre pareil. Je faisais les calculs juste avant, on est à peu près à 9% de journalistes à Gaza qui ont été tués en 3 mois. C'est comme si en France, on avait à peu près 3200 journalistes qui avaient été tués en 3 mois. Donc c'est absolument... on atteint des niveaux qui dépassent l'entendement. La chaîne qatari, qui a perdu au total 3 journalistes depuis le début de la guerre, accuse Israël de cibler les journalistes à Gaza. Et si les bombardements sont meurtriers, la dégradation de la situation humanitaire a aussi son lot de victimes. Alors que la pluie s'abat sur la bande de Gaza, les déplacés n'ont pas où s'abriter. Le froid et la boue ont envahi leur abri de fortune. Reportage de nos confrères de France 2. L'hiver est arrivé sur l'immense camp de tentes de la ville de Rafah. Dans cette ville frontière avec l'Égypte, les familles de déplacés affrontent la pluie et la boue. Il a plu toute la nuit. J'avais trouvé ce plastique pour nous couvrir, mais il est troué et l'eau nous a coulé dessus. À l'intérieur, ils sont à peine protégés. Au sol, pas de tapis pour isoler du froid. Des abris de fortune que les pères passent leur temps à bricoler, réparer. Et dans ce qui sert de gîte, il manque de quoi se couvrir. On partage les couvertures. On en a une pour 2. Le père de ses 5 enfants est démuni. C'est la nuit que ses 3 garçons et 2 filles se plaignent. Cette situation me tue. Ils viennent me dire qu'ils ont froid et moi je ne peux rien faire. Dans une autre tente, un bébé fatigué et malade et sa mère exaspérée. Les membres du Hamas se cachent dans leurs maisons et dans les tunnels pendant que nous n'avons ni à manger ni à boire et que nous mourons de froid. Entre 2 averses, les déplacés cherchent du bois. Il y en a peu et il est cher. Cette famille a une seule bûche pour cuisiner, alors elle brûle tout ce qu'elle trouve. On met du carton, du plastique, tout ce qu'on ramasse. Au milieu du camp, un endroit où il fait chaud, autour de ce four à pain. Amir Nafez Machouf et sa femme se sont improvisés boulangers. Pour le feu, je n'ai trouvé que ces feuilles ramassées sous les arbres. Ça prend du temps, c'est pas facile d'en trouver. La pluie est de retour à Gaza. Et avec elle, la boue. Des enfants ont attrapé des bouts de plastique pour tenter de se protéger.
3 mois après le déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza, la Cour internationale de justice a été saisie par l'Afrique du Sud. Pretoria demande à la Cour d'examiner les opérations militaires israéliennes, estimant que l'État hébreu est en train de commettre des actes génocidaires dans l'enclave palestinienne, notamment en raison de l'ampleur de ces bombardements et du nombre de morts dans le territoire. Notre chroniqueuse Shirley Sidbon est avec nous sur ce plateau. Shirley, bonjour. Alors, pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud s'empare de l'affaire et pourquoi s'adresse-t-elle à la Cour internationale de justice ? Eh bien, elle s'empare de cette affaire parce que les autres organes de l'ONU, les organisations et les parties de l'ONU, comme par exemple l'Assemblée générale, ces résolutions ne sont pas contraignantes. On parle souvent du Conseil de sécurité. Il y a le veto américain qui a bloqué toutes les tentatives d'imposer un cessez-le-feu à Gaza. Et donc, l'Afrique du Sud s'est donc concentrée, s'est tournée vers cette solution parce qu'elle fait partie, comme Israël, de cette convention de l'ONU sur le génocide. Et la Cour internationale de justice, ses décisions sont contraignantes. Et donc l'Afrique du Sud s'est saisie. Elle a dit que lorsqu'on est signataire de cette convention de l'ONU sur le génocide, on a non seulement l'obligation de ne pas commettre de génocide, mais également d'agir pour les prévenir. Et donc, elle a estimé que ce n'était pas un choix, mais un devoir que de faire ça. Alors, vous l'avez dit, elle se base sur le fait qu'il y a énormément de morts dans la bande de Gaza, beaucoup de civils. Également sur le fait que des écoles, des hôpitaux et des lieux de culte ont été bombardés, attaqués. Et puis également des déclarations de certains responsables israéliens, notamment les plus extrémistes, qui ont même parlé d'utiliser l'arme nucléaire dans la bande de Gaza. Donc, pour l'Afrique du Sud, il fallait amener cela devant la justice. Alors le gouvernement israélien rejette l'idée qu'il y a un génocide en cours dans la bande de Gaza. Comment se défend-il ? Ils disent que c'est tout l'inverse, qu'ils se défendent face à des personnes, le Hamas, qui veulent les détruire et qui les attaquent avec des roquettes, avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Et ils veulent prévenir de nouveaux massacres de ce genre. Donc ils disent, nous, oui, c'est vrai qu'on a tué beaucoup de personnes, disent-ils, dans la bande de Gaza. Mais si on a déplacé les populations, c'est justement pour tuer moins de gens, pas pour les cibler davantage. Donc, ils disent également oui, c'est vrai, ils ont frappé des hôpitaux, des écoles, mais que c'est pour attaquer le Hamas, qui a mis des armes sur place, qui utilise aussi des tunnels dans ce secteur, qui utilise les civils comme boucliers humains, en quelque sorte. C'est ce que disent les Israéliens. Et pour se défendre, ils ont choisi l'ancien président de la Cour suprême israélienne, Aaron Barak, parce que vous savez que chaque pays, donc l'Afrique du Sud et Israël, vont pouvoir choisir un juge pour ajouter au panel des juges à la Cour de justice, Cour internationale de justice. Aaron Barak, qui est connu pour ses positions, par exemple, il a statué pour interdire la torture par les services secrets israéliens. Et donc, Israël espère que sa stature internationale va l'aider devant le tribunal. Alors, le but de l'Afrique du Sud, c'est d'obtenir un cessez-le-feu. Comment serait-il possible en sachant que les procédures de la Cour internationale de justice durent plusieurs années ? Oui, parce qu'on a vu d'ailleurs qu'elle a statué contre la Russie 1 mois après le début de la guerre en Ukraine, et finalement, cela n'a rien changé. Donc, ça pourrait être la même chose avec Israël, ça pourrait durer extrêmement longtemps. Mais l'Afrique du Sud ne compte pas sur ce résultat dans plusieurs années. L'Afrique du Sud espère et demande des décisions immédiates, provisoires, arrêter tout ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, arrêter toutes les violences, le temps qu'on examine la situation. Donc la Cour de justice, la Cour internationale de justice n'aura pas à dire aujourd'hui si Israël est coupable ou non d'actes génocidaires, mais devrait dire à Israël, c'est ce que demande l'Afrique du Sud, d'arrêter tout de suite ces opérations militaires. C'est ce qu'espère donc l'Afrique du Sud. Mais si la Cour a cette possibilité d'avoir des décisions contraignantes, elle ne peut pas se rendre sur place pour forcer Israël à le faire, mais elle peut décider des sanctions, par exemple. Et puis, c'est également symbolique. Une décision contre Israël affaiblirait ce pays et puis l'isolerait davantage et amènerait ses alliés, ceux qui lui fournissent des armes, à prendre leur distance, peut-être. C'est donc sur cela que compte l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, Israël qui dit que l'Afrique du Sud est un peu hypocrite, parce que dans le passé, elle a refusé d'arrêter Omar el-Bachir, qui, lui, a été poursuivi également pour génocide notamment. Donc, affaire à suivre. Et évidemment, Israël pourrait être affaibli dans cette histoire. Un moyen de pression supplémentaire, c'est ce que veut l'Afrique du Sud. Merci beaucoup, Shirley Sidbon, pour votre décryptage. Au déclenchement de la guerre à Gaza, personne ne pariait sur la survie politique du Premier ministre Benyamin Netanyahou. 3 mois après le début du conflit, sa cote de popularité est en chute. 69% des Israéliens disent souhaiter un nouveau gouvernement une fois la guerre terminée. Mais les Israéliens sont de plus en plus nombreux à manifester pour exiger des élections immédiates. Naomi Roche.
Samedi soir à Tel Aviv, des milliers de personnes manifestent sur la place Habima. Honte à nos dirigeants, scandent ces Israéliens. Ils exigent le départ du Premier ministre et de sa coalition d'extrême droite. Nous en avons assez. Nous en avons assez. Le gouvernement est une bande d'idiots. Ils sont en train de nous conduire au pire. Bibi Netanyahou et tous ces autres idiots sont en train de ruiner Israël et de détruire tout ce que nous espérions et ce dont nous rêvions. Parmi ces manifestants, des Israéliens évacués des zones proches de la bande de Gaza, où l'armée israélienne poursuit son offensive. En première ligne, lors des attaques du Hamas le 7 octobre, beaucoup d'entre eux ont perdu des proches. Aujourd'hui, ils accusent le Premier ministre et sa coalition d'avoir semé le chaos au sein de la société et de l'armée israélienne et de ne pas les avoir protégés. Notre gouvernement ne travaille pas pour le peuple. Il va à l'encontre de nos intérêts et ne travaille que pour ses intérêts personnels. Et maintenant, avec la guerre, la situation empire encore. Une guerre qui entre dans son 4e mois et dont le coût dépasse les 59 milliards de dollars selon les calculs du journal Yediot Aharonot. Cela comprend le budget de la guerre lui-même, ainsi que les différentes formes d'aide financière pour chaque civil qui a vu ses revenus diminuer à cause du conflit. Le quotidien évoque aussi le coût de la prise en charge des personnes évacuées au nord et au sud. Selon le journal, la guerre à Gaza coûte chaque jour près de 272 millions de dollars aux Israéliens. Et cela n'est pas près de s'arrêter. Malgré les pressions internationales et les appels au cessez-le-feu, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré récemment qu'il y aurait encore de nombreux mois de guerre. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et France24.com.